citer tout le monde. Allons à l'essentiel et nous verrons si le temps nous reste pour que nous puissions nous saluer, nous souhaiter de bonnes choses. Alors, commençons par la retraite de Mbouela, où Kabila est allé rejoindre ses poulains, donc le membre du FCC. Les images circulent sur les réseaux sociaux et cette retraite est arrivée à un moment où il y avait une guerre de communication, il y avait des diatribes venant de part et d'autre. Alors, ça a donné lieu à tout genre de commentaires et l'arrivée aussi de Kabila sur place a donné lieu à beaucoup de commentaires. Voilà, c'est une retraite, des gens qui se sont retirés pour aller réfléchir par rapport à la situation politique du pays et par rapport à leur propre avenir, il faut le dire, leur avenir politique, par rapport à l'expérience passée, les élections qui ont eu lieu, et elle fait suite à la conférence ou bien la rencontre qu'ils ont eue à Lubumbashi. Et donc, la réflexion continue du côté des gens du FCC, ce qui est normal. En politique, on réfléchit, on profile les stratégies, on se concerte, tout ça, parce que la politique est très dynamique. Alors, cette rencontre a pris une importance particulière à cause du contexte. Alors, je vous ai dit, il y avait une guerre de communication, vous aviez d'une part Monsieur Chadari, le secrétaire général du PPRD, qui tenait des propos qui étaient de nature à chatouiller leurs alliés au niveau des caches, et puis il y avait des répondants qui venaient du côté de Marc Aboum. Je prends au moins les propos les plus percutants. Donc on avait ceux de Marc Aboum, des Chadari, et les autres poulains de deux partis se sont mêlés dans l'affaire. Alors ça commence à prendre de l'ampleur, mais il faut noter tout de suite le membre du gouvernement, c'est-à-dire ceux des caches et du FCC, étaient restés à l'écart de cette polémique, si on peut appeler ça comme ça. Et ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire ils n'ont pas eu une attitude partisane de part et d'autre, donc FCC et puis cache. C'est vrai que Kabound est dans les institutions, il est vice-président de l'Assemblée nationale, mais il n'est pas membre de l'équipe exécutive. Et souvent, quand il parlait, c'est parce qu'il assume l'intérim du président de l'UDPS. Donc, c'est à ce titre, sous cette casquette, que Kabound répondait. Et Madame Mabunda, Janine Mabunda, a le souligné dans une interview qu'elle a accordée à RFI. Donc, c'est très important de distinguer quel Kabound qui parle. C'est plus le président AI de l'UDPS ou c'est le vice-président du Parlement. Alors, qu'est-ce qu'il en sort de la retraite d'Mbouela? En tout cas, pas grand-chose, sinon un message, j'allais dire, qui va dans le sens de consolider la coalition dans leur communiqué final. Il n'y a pas quelque chose qui va dans le sens de renforcer cette sorte d'antagonisme qui commençait à prendre forme. Et je dois dire que c'était beaucoup plus dans le contour, mais pas au cœur du pouvoir. Alors, c'est un message qui interpelle un peu le gouvernement pour que le gouvernement réponde aux besoins de la population au niveau de Béni, de l'Est de la République, assurer la sécurité, améliorer les bien-être de la population. Donc, vous connaissez ce genre de messages. Et alors, c'est un peu ça. Mais fallait-il que vraiment Kabila, qui est leur leader, se déplace pour que cette retraite n'accouche que ça? C'est là où il y a la question. Il est clair que l'arrivée de Kabila là-bas a pesé sur la position finale à prendre. Donc, on peut dire, et il y a beaucoup des indiscrétions dans ce sens-là,
que Kabila est allé jouer à l'apaisement. Mais pourquoi jouerait-il à l'apaisement? Est-ce que vraiment Kabila est dans la position de provoquer une crise? Je dirais d'abord non, et mon non est très ferme. Kabila, en tout cas, ce n'est pas à son avantage de provoquer une crise institutionnelle. Ce n'est pas son avantage. Mais entre-temps, il faut faire très attention et nous allons y revenir. Nous disons pourquoi. Parce que quand Kabila avait tous les leviers du pouvoir, je dis bien tous les leviers du pouvoir, quand il était au pouvoir, on l'a vu acheter des armes. Hein? L'armée congolaise, disons l'État congolais, n'a jamais acheté autant d'armes et de munitions venant de l'extérieur. Ça, je parle avant les élections. Et on a vu, il avait la majorité, souvent nous oublions, il avait la majorité au Parlement, au Sénat, il avait la majorité pratiquement dans toute la République, non, pas pratiquement, dans toute la République au niveau des assemblées provinciales. Donc, politiquement, en ce moment-là, il était beaucoup plus fort et c'est lui qui était le chef de l'État. Ça, il ne faut pas oublier. C'est lui qui était le chef de l'État avec certains de ses lieutenants le plus irréductibles tels que les Minakou, vous aviez les Néhémie Moulania qui était directeur de cabinet à la présidence, tous ces mondes-là, ils étaient à côté de lui, ils avaient un langage défiant vis-à-vis de la communauté internationale. Donc, c'est à ce moment-là que Kabila pouvait dire non, je ne bouge pas et je fais les choses telles que je l'entends. Mais c'est vrai, il ne faut pas se voiler la face. Les changements tels que souhaités par la majorité des Congolais, ils ne l'ont pas eu à 100%. Il faut dire les choses clairement. Ils n'ont pas eu à 100%. D'autant plus que, à la tête du pays, il y a effectivement une alternance, et pas de moindre. Celui qui est à la tête du pays est le leader du plus grand parti politique d'opposition. Ça, c'est quelque chose à applaudir. En plus, on a un gouvernement. En principe, Kabila et ses lieutenants étaient à mesure de former un gouvernement avec des ministres de son obédience, seulement des ministres, uniquement des ministres de son obédience. Mais nous voyons même là, tous les ministres ne sont pas de son camp. C'est très important. La configuration de l'équipe gouvernementale ne correspond pas au rapport de force au niveau des deux chambres. J'ai cité l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est dire que, quelque part, il y a eu un rapport de force politique qui ne se traduit pas forcément au niveau des assemblées nationales. C'est très important à souligner. Et souvent, ça échappe à beaucoup de gens. Et Kabila a fait des reculs. C'est vrai que la volonté populaire était, je parle de volonté populaire, la poussée populaire, était que Kabila et ses lieutenants partent. Mais les résultats issus des urnes sont tels que Kabila pouvait avoir du premier ministre jusqu'au dernier ministre seulement des gens de son obédience. Mais je pense que dans leur camp, ils avaient compris que les résultats issus des urnes ne traduisaient pas vraiment la volonté du peuple. Ils ont tenu compte de cette volonté et ils ont dit, voilà, nous devons laisser de la place dans l'équipe gouvernementale et même au niveau des assemblées, je voudrais dire ici des chambres du Sénat et de l'Assemblée nationale, au niveau de la composition des bureaux, et cela va jusqu'au niveau même de la composition des commissions. Donc, on a assisté beaucoup plus à
quelque chose qui résulte des élections, mais aussi à une réalité purement politique. Purement politique. Cela est dicté, je crois, par la volonté de provoquer un changement graduel. Ça n'engage que moi. Je prends ici en compte les différents, parfois les gens sont blessés dans leur amour propre des Congolais pur sang, mais écoutez, qu'on le veut ou pas, notre pays, dans sa marche, connaît l'influence de certaines puissances. Et on ne doit pas avoir honte pour le dire. Je pense que il y a eu aussi la volonté exprimée plusieurs fois par l'Occident, en particulier par les États-Unis, d'avoir un changement, mais un changement qui ne fait pas la casse. À la place d'un tsunami, il voulait quelque chose qui se fait en douceur. J'ai toujours dit, nous avons comme là une sorte de transition, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que les choses à la douceur. Pourquoi? Nous sommes un pays, quand vous regardez aujourd'hui la situation des Bénis, nous sommes un pays post-conflit, hein, presque post-conflit. Et le pays n'était pas sur le plan sécuritaire, n'était pas stable. Et nous avons une position stratégique au cœur de l'Afrique et autour de nous, autour de la RDC, beaucoup de pays, ce sont des pays dont la situation sécuritaire n'est pas très stable. Donc, comme avait dit le docteur Peter Pham, l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, il dit « Ce qui se passe au Congo ne se termine pas au Congo. Si le fait s'allume au Congo, ne se termine pas au Congo. » Moi, je dirais même, ce qui se passe dans un pays voisin du Congo ne se termine pas dans ce pays voisin-là. Hein? La guerre en Angola, nous étions concernés d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que nous avions pris position dans le passé à l'époque d'Isaïr, tantôt pour Robert, qu'est-ce que je vais dire? Je crois qu'il s'appelait Roberto, hein? Holden, ouais, Holden et Savimbi. Quand vous prenez la guerre, ce qui s'est passé au Rwanda, au Burundi, donc vous comprenez que nous sommes dans une région où beaucoup d'États ne sont pas très stables, il y a des problèmes sécuritaires, il y a des problèmes de déplacement des populations en masse. Donc, il suffit que les grands Congos connaissent des problèmes, eh bien, ça va affecter beaucoup de pays et ça mettra beaucoup de temps pour résoudre ces problèmes-là dans les autres pays. Vous avez les Sud-Soudan, par exemple, hein, qui aujourd'hui est toujours en difficulté de mettre en place les gouvernements d'union nationale. Vous avez des réfugiés venus de là, de la République centrafricaine, hein, et même certains qui viennent de très loin du Tchad. Hein. Vous avez, on a encore sur notre territoire des Burundais qui sont là, hein, des Rwandais qui sont là. Donc, et vous avez le Congo-Brazzaville, un pays qui a pas longtemps aussi été en proie à une guerre civile. Donc, il y a un peu tout ça quand on prend cette photo-là. Hein, quand on prend ça, on fait une analyse froide, on comprend les soucis de préserver la paix dans notre pays, qui a animé à un moment donné, il faut le dire, les Américains, après qu'ils aient changé la carte, hein, politique des Grands Lacs. Hein, il faut le dire, ils ont été à la base de cette vague qui a soufflé en Afrique centrale, donc dans les Grands Lacs particulièrement, et qui a apporté beaucoup de vies, ça il faut le dire. Mais c'est aussi eux qui cherchent à stabiliser parce que maintenant, ils ont pris le dessus sur les autres. Alors, ce souci-là a animé, je crois, la communauté internationale. Autre chose, pourquoi je dis que Kabila n'a pas intérêt, même s'il est souhaité, mais en tout cas, parce que dans la politique, ce sont les calculs. Ce sont les calculs. À ce stade, Kabila a un gain
hein, de toute cette donne, hein, avant les élections et après les élections, il a un gain qu'il doit préserver. Il a un bénéfice. C'est le fait qu'il est libre dans le pays. Le fait qu'il est libre. Le fait qu'il jouit encore de ses biens. Hein? Vous savez, il a un réseau financier, économico-financier, qui a été révélé par le journal Bloomberg. Et c'est par rapport à ça, j'étais en train de dire à un ami que quand on va, en fait, c'est lui qui avait dit, certaines personnes qui avaient vu les Américains à gauche et à droite pour dire, voilà, nous voulons que vous puissiez nous aider pour que sur le plan militaire, qu'on aille régler les comptes à Kabila. On leur a posé la question, est-ce que vous avez accès à Kabila? Directement, ils ont dit non. Ils disent non. Si vous aviez accès directement à lui, ça serait beaucoup plus facile. Mais tel n'est pas notre calcul. Nous pensons que sous certaines conditions, il va quitter le pouvoir. Et c'était pour eux, en tout cas, le plus important. Ce n'est pas tout, mais c'était ça l'essentiel. C'était ça l'essentiel. Alors, et les élections, aujourd'hui je peux un peu avoir la liberté de le dire, les élections se sont déroulées dans ces contextes-là. On parlait seulement d'élections, mais il y avait aussi les soucis majeurs de préserver la paix. En tout cas, du moins, la paix qui est là, hein, avec l'instabilité à l'est de la République, certaines poches, mais voilà. Donc, ne pas empirer les choses, ne pas se retrouver dans une situation pire qu'avant celle des élections. C'était ça l'idéal, et par après, trouver le moyen de consolider cette paix avec un nouveau leadership. Alors, il fallait à tout prix trouver des gens qui avaient qui pouvaient comprendre cette situation, des gens qui étaient réceptifs à une telle position, et cela s'est fait avec tous les acteurs politiques majeurs, ceux qui étaient dans la compétition. C'est pour cela, parfois les gens n'aiment pas dire ça, il y a eu des rencontres, autant entre les camps du président Félix Tshisekedi à l'époque, il était encore dans la course, autant du côté de Martin Fayulu, avec les gens du FCC. Donc, il y avait aussi un problème politique. Je ne voudrais pas entrer dans la polémique des résultats des élections. Aujourd'hui, les grands champions de vérité des urnes, vous entendez, les langages changent un tout petit peu. On n'est plus aussi tranchant qu'on était hier. Même l'Église catholique commence à devenir de plus en plus flexible. Donc, c'était pas ça vraiment le vrai problème. Le vrai problème, c'était une alternance, qu'elle passe même par des élections chaotiques, mais qu'on ait une alternance, et puis un leadership qui va commencer de nouvelles choses en le faisant dans la paix. Alors, Kabila ne peut pas, parce que certains de ses poulains ne se retrouvent pas dans le gouvernement. Parce que c'est ça aussi le problème. Kabila et ces gens n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Pour ceux qui ne sont pas dans le gouvernement, mais qui sont du FCC, qui sont habitués à se retrouver toujours aux affaires, ça leur fait mal de ne pas être dans le gouvernement. Je dis ça sur base de comportement de l'homme politique congolais. Ils sont prêts à tout pour qu'ils se retrouvent dans le gouvernement. Certains étaient même dans l'équipe qui a négocié pour les camps du FCC. À ce titre, ils pensaient qu'ils sont des droits membres du gouvernement, ou bien ils vont occuper des positions stratégiques au niveau des deux chambres. Mais les choses il y a eu une nouvelle dynamique, et cela est aussi vrai du côté du cash. Il y a eu une nouvelle dynamique qui a fait que, bon, à un moment donné, on a commencé à éliminer les uns les autres. Finalement, des gens qu'on n'attendait pas, de part et d'autre, en tout cas dans la majorité, sont ceux qui sont dans l'équipe gouvernementale. Alors, ceux qui sont habitués, ceux qui croient que c'est un droit pour eux
Et en politique, parce qu'on ne fait rien pour rien, c'est qu'ils se sont battus, c'est qu'ils se sont exposés, c'est qu'ils ont été sanctionnés même, qui ont mis leur carrière en risque. Ils se disent, si cette affaire tient jusqu'à la fin, s'il faut 5 ans, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. En fait, nous entrons, la plupart vont entrer dans la poubelle de l'histoire. Et qui sait, avant d'arriver au terme des 5 ans, si ils seront toujours libres? Qui sait? Donc, ces gens-là s'agitent et ce n'est pas seulement ce qu'on voit en Mbouela là. Il y en a de part et d'autre, mais l'agitation est beaucoup plus de l'autre côté parce que c'est là où il y a des sanctionnés. C'est là où il y a des gens qui se sont exposés. Ils disent, mais nous avons pu sauver le meuble, mais pourquoi à la fin, on ne se retrouve pas? Et vous savez, je disais avec un ami, j'ai dit, si moi j'ai un parti politique, et que ce parti politique est en coalition au gouvernement avec un autre parti politique, moi-même, je ne suis pas dans le gouvernement. Si jamais il y a un problème au niveau de la coalition, je demande à mes poulains, je dis, écoutez, vous êtes de mon parti politique, prenons Anglo-Congo, c'est un parti politique, je demande à mes gens qui sont dans le gouvernement de quitter au Congo, s'ils étaient 10 qui sont dans le gouvernement pour le compte d'Anglo-Congo, vous leur demandez parce qu'il y a une crise de confiance, parce que je ne sais pas, pour une raison ou une autre, vous demandez à vos gens de quitter. Si vous avez de la chance, sur 10, si vous avez de la chance, 9 vont quitter le gouvernement, si vous avez de la chance. C'est une fois que quelqu'un entre dans le gouvernement, il est aux affaires au Parlement, parce que rien que pour le Parlement, on a vu l'expérience avec Etienne Tshisekedi. Il a demandé aux députés élus en 2011 de l'UDPS de ne pas siéger, mais on a vu la suite. On a vu la suite. On a vu avec l'UNC, quand Kamere a tenté de retirer les membres du gouvernement, M. Kangoudi est resté au gouvernement. Donc les exemples sont légion. Au Congo, on entre dans un gouvernement au Parlement, sous la casquette d'un parti politique, ou bien d'une structure peut-être de la société civile. Une fois que la personne est dedans, tu lui dis, écoute, nous trouvons que nos intérêts ne sont plus là, ça ne va pas marcher. Vous n'avez aucune garantie. Donc, ceux qui sont dans le gouvernement pour les comptes d'IFCC, il y en a qui ont attendu pendant longtemps, pendant que Kabila était au pouvoir. Maintenant que Kabila n'est plus président de la République, même s'il est encore l'autorité morale d'une plateforme qui prend part au gouvernement, ceux-là se disent, c'est maintenant ou jamais. Nous n'allons pas quitter parce que Chadari, parce que Milania veulent créer une crise, et à partir de cette crise qui se retrouve. Et dans cette histoire, il y a aussi une frange de Lamuka qui souhaite qu'il y ait une crise pour que... Parce que le mobile, à la fin, c'est quoi? C'est ça. Mais ils ne se mettent pas en avant-plan. Ils laissent aux autres d'aller agiter l'eau. Une fois que l'eau est bien agitée, et ils vont aussi s'y jeter. Il y a des calculs derrière ça. Ce n'est pas pour rien. On parle d'un dialogue. On parle d'une transition. Mais là encore, c'est un autre sujet, le dernier que nous allons aborder. Mais ce sont des sujets liés. Quand on parle d'une transition, mais il faut faire très attention. Une transition peut ouvrir la porte à une nouvelle donne politique qui peut requalifier des gens qui n'étaient plus qualifiés sur le plan constitutionnel. C'est comme qui dirait, recommençons les choses, y compris Kabila, qui puisse rentrer dans la course, comme ça on part tous ensemble. C'est ça les calculs derrière. C'est ça. Et Kabila est un allié objectif et de poids pour perturber les choses, pour qu'on dise, bon voilà, il y a des désordres, ça ne va pas, ce gouvernement ne tient pas,
eh bien, partons ensemble. Et Kabila, tout ce qu'il attend, qu'il dise, mais écoutez, si vous voulez qu'il y ait une telle nouvelle situation, mais quelle est ma part dedans? C'est qu'il rentre dans la course, parce qu'une transition ne peut avoir lieu que s'il y a un accord politique. Ou alors, s'il y a changement des constitutions. Or, vous changez la constitution, vous n'allez plus dire que Kabila ne soit pas dans la course sur base d'une disposition qui se trouve dans une constitution qui n'est plus en vigueur. C'est ça en fait, les dangers de cela. Mais est-ce qu'il y a-t-il besoin, un besoin fondamental des réformes d'institutions? Moi, je dis oui. Il y a besoin. En tout cas, sur ce plan-là, je dis que Martin Fayulu, je trouve qu'il y a besoin, il a raison, qu'on réforme, par exemple, la loi, enfin, qu'on change un peu la loi électorale, qu'on regarde un peu la CENI, sa manière de composition, surtout aussi la fameuse cour constitutionnelle. Sur ce point-là, je dis oui. Mais maintenant, quel est le coût? Hein? Quel est le prix à payer pour avoir ces réformes? C'est là où il y a le problème. Doit-on permettre aux gens qui ne sont plus qualifiés à être dans la course au regard de certaines dispositions de la Constitution aujourd'hui, qui rentrent dans la course? C'est là où se cachent les petits diables. C'est vrai, il est vrai qu'il y a besoin des réformes. Ça, rien à faire. Et même de l'armée, et même de la police. Il faut des réformes. Mais dans le cadre des élections, c'est d'abord des institutions, il y a la CENI, et puis il y a la Cour constitutionnelle. Mais non, pour le faire, il y a, comme M. Fayulu l'a dit, le président Félix, dans une interview, il a dit non, il y a le Parlement, hein, qui est un cadre où on peut discuter de ces choses. Bon, c'est vrai que dans ce Parlement, on connaît que le poids penche du côté de FCC Cash, ou si vous enlevez Cash, il penche du côté de FCC. Mais écoutez, il y a un comportement au Congo, il y a une situation, et c'est là où je dis l'enjeu majeur se jouera au niveau de l'Assemblée nationale et peut-être du Sénat. Parce que nous en avons déjà les exemples avec les assemblées provinciales. Je pense que, ça c'est mon point de vue, que la majorité dont disposent les FCC dans l'Assemblée nationale, elle est fragile. Je dis cela, ce n'est pas un souhait, mais je dis cela compte tenu du comportement de l'homme politique congolais. Mais même dans les vieilles démocraties, un groupe parlementaire, s'il estime que l'équipe du gouvernement qui conduit les affaires du pays, sa politique ne rentre pas, ne cadre pas avec les intérêts politiques de ces groupes-là, si ces groupes-là a le moyen de faire basculer la majorité, eh bien, ça s'est fait. Donc, je crois que ça va se jouer à ce niveau-là. Et nous avons des informations à gauche et à droite, que bon, il y a beaucoup de mécontents. Je vous ai toujours dit, du côté des FCC, c'est la pléthore. Donc, on ne sait pas satisfaire tout le monde, on promet beaucoup, mais cette fois-ci, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, il y aura certainement des gens, hein, dans les jours à venir, dans les mois à venir, qui vont changer de camp, non pas nécessairement parce qu'ils veulent les changements, mais parce qu'ils ne se retrouvent pas. 5 ans, c'est beaucoup pour eux de rester à l'écart, même s'ils savent que tout le monde ne va pas finalement entrer. Vous avez vu la taille du gouvernement. C'est une façon de chercher à créer un certain un équilibre par rapport aux demandes, hein, et à l'offre. Et on en est arrivé à un gouvernement d'une telle ampleur, même si j'ai dit, bon, écoutez, le problème, c'est pas
toujours la taille. Si elle est efficace, tant mieux. Certaines personnes parlent du budget, mais tout dépend combien on paye à ces gens-là. On peut toujours avoir le même budget, hein, c'est-à-dire un budget concernant les revenus de ministres, un budget qui est équivalent au gouvernement de ma tête en pognon, mais pour un grand nombre de gens, c'est-à-dire on réduit les revenus. On réduit les revenus. Alors, il y a des gens qui me font des messages déjà à côté. Voilà. Donc, à mon humble avis, je pense que Kabila a apaisé les choses, non pas parce qu'il aime bien, non. Tout simplement, il y va de son intérêt à lui. Il y va de son intérêt. Kabila a eu un deal, je l'ai dit, c'est pas moi qui l'invente. J'avais traduit les propos d'un sénateur américain qui, après avoir rencontré la dame qui représentait les États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, qui avait parlé avec Kabila en tête à tête, c'est à cette condition-là qu'il a organisé les élections. Bien sûr, il y a eu des pressions terribles, mais c'est, d'une part, il y avait le bâton, donc il y avait le bâton, et d'autre part, il y avait la carotte. Et on savait qu'il finira par accepter. Et s'il n'acceptait pas, bon, ça allait être un peu plus compliqué, ça serait la casse, on perdrait beaucoup. Mais voilà, Dieu merci. Alors, je ne pense pas, ce n'est pas une situation confortable pour lui. Elle n'est pas non plus confortable, très confortable pour le président Félix Tshisekedi. Non, c'est une situation qui n'est confortable pour personne, moins encore pour le peuple. Mais c'est une situation qu'il faut, pour l'instant, jusque-là, en prenant en compte tout ce que j'ai dit, les soucis de préserver la paix. C'est facile de faire des slogans, c'est facile de parler, non voilà, il s'agit, je taquinais un ami, j'ai dit, ben, ça fait 18 ans qu'il est là. Si vraiment il y avait des gens qui ont des contacts qu'il faut, qui croient que par la force, ils allaient en finir avec Kabila, 18 ans, c'est beaucoup. Hein? 18 ans, c'est beaucoup. Il y en a qui parlent des chemins des soulèvements. Je ne veux pas décourager les gens, mais les soulèvements, vous devez jouir d'une complicité de la... Regardez au Soudan. Je l'avais dit dans les émissions passées. Regardez au Soudan. À un moment donné, l'armée, qu'on le veut ou pas, n'a pas voulu appuyer le président déchu. Regardez au Burkina Faso. Donc, les soulèvements, c'est pas... Non, il ne faut pas que les gens se trompent. D'ailleurs, ceux qui parlaient des soulèvements, aujourd'hui, ils n'en parlent plus beaucoup, ils parlent plutôt des dialogues. Mais rentrer encore avant qu'on propose les dialogues, qu'on a eu les deux dialogues, il y en avait qui étaient radicaux, qui ne voulaient pas. Donc, la politique, je crois qu'il faut être très réaliste. Hein? Il faut bien évaluer les rapports des forces. Sinon, alors, vous allez vous casser les dents. Sinon, alors, vous allez provoquer un chaos où tous, vous allez perdre, je dis bien, donc des grandes pertes. Je ne parle pas seulement d'intérêt des politiciens, mais vous créez une situation pire, hein, plus pire que celle que vous avez connue. Hein. Au Soudan même, on a fini par négocier. Hein. Donc, Eza Moussala ya bato motema molai. Ce n'est pas des gens qui se réveillent, ce qu'on a le ici, va le faire, mon Dieu. Alors, l'autre sujet, j'ai déjà touché à la situation des Béni et la suite. D'abord, je voudrais, dans le cadre de cette émission, présenter mes condoléances, les énièmes condoléances aux familles des victimes. C'est une situation, c'est un cauchemar, ça fait très mal. Mais, comme je l'avais dit dans l'émission passée, on ne doit pas tomber dans des analyses trop simplistes. C'est une situation très complexe. Hein, très complexe. C'est une situation très complexe où il y a beaucoup d'intérêts en jeu, il y a des problèmes identitaires, il y a des problèmes d'intérêt économique, il y a certains États qui manipulent certains groupes armés, il y a même des Congolais, hein, même des autochtones qui sont entrés dans le jeu parce que ça rapporte.
Parce que ça rapporte. Vous savez, avant la guerre de l'AFDEL, c'est vrai qu'il y avait des stocks d'armes laissés par les Américains en Somalie qu'on avait amenés en TB, mais tous les experts militaires estimaient que ces stocks d'armes laissés par les Américains que l'AFDEL a utilisés par la suite n'étaient pas suffisants pour venir à bout de l'armée qui était déjà désorganisée de Mobutu. Il a fallu se procurer d'autres armes. Mais ces armes sont venues d'où? Sont venues du Congo. Ce sont les officiers zaïrois qui vendaient les armes aux gens qui, en réalité, étaient des complices de l'AFDEL. Moi, j'ai un ami dont le père a payé de sa position dans l'armée parce qu'il a dénoncé cela. Il croyait bien faire. Ça a failli lui coûter la vie. C'est le maréchal Mobutu qui l'a sauvé, qui l'a rappelé. En fait, il l'a sauvé en les rappelant. Il dit, voilà, tu rentres ici. Mais il va le voir, il lui parle. Il n'est plus rentré à l'est de la République. Pourquoi? Bon, il y a des rapports qui sont, c'est plus un secret. Les chefs d'état-major qui étaient là à l'époque, les commandants des régions, ils vendaient les armes aux ennemis. Lesquelles armes, en plus des armes venues de la Somalie, étaient utilisées contre l'armée zaïroise. Et on peut aller plus loin. Il n'y avait pas seulement la vente d'armes. Parce que les renseignements s'achètent aussi. Il y a des officiers qui vendaient des renseignements militaires à ce que nous appelons aujourd'hui des agresseurs. On ne peut pas avoir les résultats contraires de ce qu'on est en train de faire si ce qu'on est en train de faire ne peut produire que ce qu'on prétend qu'on ne veut pas qu'on ait. Non. C'est une situation qui a commencé très longtemps. Il y a des, je l'ai dit aujourd'hui, il y a des communautés Banyarwanda qui sont là depuis très longtemps. On a créé, il y a les étrangers qui ont créé ces désordres, mais il y a aussi tous les pouvoirs qui se sont succédés, d'une manière ou d'une autre, certains volontairement, d'autres peut-être qui n'avaient pas pris toute la gravité de l'affaire, ben, ont contribué d'une manière ou d'une autre à empirer la situation. Je vous ai dit que c'est une bombe laissée par des Belges. Regardez ce qui se passe à Cachemire, entre l'Inde et le Pakistan. Et c'est une bombe laissée par les Britanniques. Il y a encore un territoire entre, ça s'appelle Bhoutan, entre l'Inde et la Chine. Mais quand les Chinois se rencontrent et les Indiens au plus haut niveau, ils ne font que parler de ça, en dehors de la coopération dans d'autres secteurs. Vous savez, l'Inde et la Chine, ce sont deux puissances nucléaires en Asie. C'est un héritage colonial. Voilà. Je savais. C'est un héritage colonial. Un instant. C'est un héritage colonial. Et si on ne gère pas ça, l'Inde et la Chine donnent l'exemple. Ils ont eu quelques moments des affrontements, mais pas de grande envergure. Ils trouvent toujours un moyen, c'est par les dialogues. Et ça fait des années qu'ils parlent de Bhoutan. Ils négocient tout ça pour éviter une confrontation. Malheureusement, chez nous, on en est arrivé, mais bah, écoutez, avec nos voisins, nous-mêmes, nous étions partis dans la crise rwandaise. Ça, on n'aime pas souvent le dire. Hein. Nous jouons un rôle des grandes puissances dans la sous-région. Nous étions impliqués dans tous les complots, tous les coups d'État dans la sous-région. Les Zaïre étaient impliqués dans tout ça. Les Zaïre pour quelque chose dans les coups d'État au Congo-Brazzaville. Hein? Particulièrement celui de Yombi Opango, quand on l'a démis. Vous prenez au Burundi, hein, Michumero, quand on l'a chassé. Vous prenez Bouyoya, quand il est venu au pouvoir, il a chassé Bagaza. La crise en Angola, nous étions impliqués dans beaucoup de conflits. Et
Quand vous jouez un tel rôle dans une région, vous devez vous assurer que vous restez fort. Parce que le jour que vous perdez votre puissance, c'est le retour contre vous. C'est pour cela, les Américains, pour eux, rester les leaders du monde, c'est une obsession. Le jour que les Américains cessent d'être forts, eh bien, tout le monde va rentrer dedans. On va dépecer les Américains. Quand vous jouez un rôle très fort, il faut tout faire pour rester fort. Nous étions impliqués. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu cette grande coalition des armées venues de l'étranger contre le maréchal Mobutu. Parce qu'il était instrumentalisé, il faut le dire, par les Occidentaux pour déstabiliser certains régimes. Pour déstabiliser certains régimes. Même au-delà de nos pays voisins, même au-delà. Quand vous rentrez dans certains câbles diplomatiques américains, vous découvrez l'influence du maréchal Mobutu allait au-delà, je dis bien au-delà de notre sous-région. Alors, le jour que vous perdez cette position-là, eh bien, écoutez, mais le retour sera proportionnel à l'envergure de l'influence que vous aviez impliquée dans certaines crises et tout ça. Les gens oublient la crise du Rwanda. Avant même que nous allions là-bas intervenir. Au fait, nous avons intervenu militairement là-bas, mais non seulement ça. L'accord d'Arusha n'est que la photocopie de l'accord des Tsélé et des Guadolité entre les FPR et les forces d'Abiyarimana. Donc, c'est une situation qui est très malheureuse et malheureusement aussi pour nous, ce n'est plus seulement une guerre qui résulte de ce que les colons ont laissé aujourd'hui, et c'est beaucoup plus aussi des intérêts économiques, et il y a aussi des problèmes de terre, les gens ne les disent pas. Je ne dis pas que ceux qui revendiquent la terre, ils en ont droit, mais je reconnais qu'ils sont en train de revendiquer la terre. C'est le cas de, comme je dis, quand vous prenez Bhoutan ou Cachemire, en fait, les colons avaient balkanisé, parce que c'est ça aussi, c'était la balkanisation, ce qui s'est fait à Berlin. C'était la balkanisation de l'Afrique. Quand ils ont balkanisé l'Afrique, ils ont fait cela en fonction de leurs intérêts dès ce moment-là. Ils n'ont pas tenu compte que nous avions des États qui étaient là, nos propres États à nous. Et il y a eu pendant le règne des déplacements des populations, quand vous allez au Zimbabwe, il y a une partie à 80 km d'Harare. Il y a une communauté là-bas. C'est des Ougandais qui vivent là, amenés par les colons britanniques. Quand vous allez au Kenya, le gouvernement kenyan a reconnu, a donné la nationalité récemment à ces gens-là. Ce sont des Zimbabwéens à qui on a donné finalement la nationalité. Donc, c'est des problèmes que les colons ont laissés, mais j'ai l'impression, et nous, et les Rwandais, les Burundais, nous n'avons pas bien géré ça, et ça nous crée des problèmes. C'est pour cela que j'ai toujours cru que si le Congo sort de cette crise, cela se fera au détriment de la sécurité de notre pays. Retenez ce que je vous dis. La crise qu'il y a à l'Est, là, si elle termine, croyez-moi, la mèche va s'allumer soit au Rwanda, soit au Burundi, soit en Ouganda. C'est là où je dis qu'il faut une solution globale, comme disait Kagame, mais le problème c'est que Kagame n'est pas qualifié pour donner la piste. Parce qu'il est parti au problème. Hein? Mais en réalité, il faut qu'on trouve une solution. Et l'accord cadre d'Addis Abeba,
C'était un accord, enfin, c'était une tentative, c'est les seuls documents qu'on a qui tiennent compte de cette crise au niveau de la sous-région. C'est le seul. Bon, c'est un accord qui a ses faiblesses, mais il a le mérite d'être le seul. Alors, donc, prions Dieu, hein, et nous disons aussi que, bon, en fait, ça c'est mon point de vue, les ADF Nalu, ce sont des Ougandais, mouvement islamiste intégriste ougandais qui s'oppose au régime de Museveni. Mais je n'ai pas mémoire, dans les 5 ans passés, que les ADF Nalu a fait une incursion en Ouganda. Parce que ça a été créé pour renverser le gouvernement de Museveni et instaurer un régime islamiste là-bas. Je n'ai pas mémoire. Chaque fois, le peu de fois qu'on a arrêté les soi-disant ADF Nalu, quand on les présente, malheureusement, ce ne sont pas des citoyens ougandais. Je me pose même la question si ce sont des musulmans. Souvent, le peu de fois, vous voyez, c'est des citoyens rwandais et les gens ne font pas attention. Souvent aussi, c'est des Hutus. Quelquefois, on a vu aussi des Tutsis. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte communauté. Posez la question aux gens du Nord Kivu. Il y a une forte communauté Hutu dans le Nord Kivu. Je ne parle pas de la vague qui est venue au gré des guerres récentes, mais qui était là depuis avant. Je ne vais pas citer les noms. Eh bien, il y a eu des gens, des membres du gouvernement, même dans les comités centrales, qui sont plutôt des Banyarwanda, mais des Hutus. Alors, tellement qu'ils sont nombreux, tellement qu'ils sont restés longtemps, à un moment donné, l'État congolais ou zaïrois et congolais était devenu faible. Ces gens se sont permis à commencer à avoir des revendications par rapport à la terre. C'est ça le problème, date des issues. Maman na likambu mingi mingi yango wana. Et c'est là où entre des pays voisins pour manipuler les choses. Mais je vous dis, si ça s'arrange au Congo, il y a de très fortes chances que ça s'aligne dans un autre pays. Alors, dans ces cas-là, ça sera beaucoup... Nous sommes un grand pays avec une démographie éléphantesque. Je ne souhaite pas qu'il y ait la mer s'aligne chez les autres, mais j'ai dit, les problèmes pourraient être mieux gérés dans un petit pays voisin que dans un grand pays comme la RDC. Si ce qui s'est passé au Congo s'est passé au Burundi, ben, j'imagine que le Burundi n'existerait même plus. C'est vrai qu'au Burundi, il y a eu la guerre civile, mais le nombre de morts que nous avons... D'ailleurs, l'effectif de la MONUSCO en dit long sur l'ampleur de la crise. Jamais on a eu un tel nombre de casques bleus dans une crise quelque part dans le monde. Alors, la situation de Béni, moi je crois, comme j'ai dit, c'est vrai, il y a des morts, mais je pense qu'on ne fait pas attention. Il y a beaucoup de pertes dans les camps de l'ennemi. Mais les pertes de l'ennemi, nous ne sommes pas tellement sensibles à ça parce que nous sommes plus attachés aux nôtres qui sont morts de manière injuste. Nous avons beaucoup, mais depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de pertes. Ils ont perdu beaucoup de terrain. Mais dans une telle guerre, et on peut en arriver que, bon, à un moment donné, vous savez, il n'y a pas une armée aussi forte qui puisse assurer la sécurité à 100% de tous ses citoyens. Ça n'existait pas. Même pas l'armée américaine et la police américaine. Regardez l'Israël. Vous prenez l'Israël sur le plan militaire, vous mettez l'Israël vis-à-vis de la Palestine, il ne représente rien. Je parle là de Hamas. Le Hamas ne représente rien. Mais ils arrivent toujours à frapper même au cœur de Tel Aviv ou de Jérusalem. Parce que le terrorisme, c'est de la propagande.
violente. C'est de la propagande violente, mortelle. Si vous tuez 40 ADF Nalou, bon, vous trouvez ça normal parce qu'ils sont venus perturber, entre guillemets, ADF Nalou. Ils sont venus perturber la paix chez vous. Mais s'ils tuent 10 civils, pour eux, parce qu'ils sont dans la mentalité des kamikazes, s'ils tuent 10 civils alors qu'ils ont perdu 40 hommes, pour eux, ils ont gagné. Et psychologiquement, nous sommes plus entamés que eux. Mais cela ne doit pas occulter le fait que ces tueries-là, en tout cas, on pouvait réduire leur ampleur. S'il n'y avait pas de complicité dans l'armée, s'il n'y avait pas de complicité au niveau des institutions, hein, au niveau de Kinshasa et au niveau local. Au niveau local. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques impliqués à cela. Tout le monde y met sa main. Ceux qui se battent aujourd'hui, demain, ils peuvent s'entendre parce qu'il y a tel intérêt économique. Allez, ils sont ensemble, ils vendent les minéraux ensemble. Après quelques jours, ils se tirent dessus. Donc, c'est quelque chose de très complexe. C'est pas comme les gens disent, non. Il faut pas simplifier les choses. Il faut même pas croire, je voudrais en parler, croire que le départ de la MONUSCO résoudrait le problème. J'ai dit, comme Mukwege a dit, et je suis d'accord avec les docteurs, que le départ de la MONUSCO, la situation deviendra encore pire. Vous allez remplacer la MONUSCO. Vous savez, la MONUSCO est venue au Congo sur invitation du gouvernement congolais. OK? La MONUSCO ne peut pas s'impliquer parce que la MONUSCO a un mandat. Tout est dans les mandats. La MONUSCO n'est pas au-dessus du gouvernement congolais. Si la MONUSCO n'est pas invitée à s'impliquer dans une opération militaire, elle ne s'implique pas. Et ça les arrange, qu'est-ce que vous voulez? Ils ne sont pas congolais. Ils ne se sentent pas aussi concernés comme nous. Ils viennent là parce que la situation du Congo, la crise du Congo, affecte quelque part la sous-région et peut aller au-delà. Mais ils viennent aussi là parce que c'est une participation pour leurs armées dans des opérations internationales. Ça donne certains avantages diplomatiques à leurs gouvernements respectifs. En plus, sur le plan financier, quand les militaires vont dans une mission de l'ONU, ils touchent 20 fois, 30 fois plus que ceux qui touchent chez eux. Nos militaires étaient partis en Centrafrique. Les gens se battaient pour qu'ils soient dans cette mission. Donc, sur base de tous ces éléments, c'est pour cela que la MONUSCO est là. Et en dehors de ça, s'il y a un grand budget, il y a beaucoup de programmes. Je comprends, on ne doit pas être naïf. Mais surtout, si votre gouvernement... Écoutez, nous avons chassé l'M23 avec l'assistance de la MONUSCO. Après qu'on a mis en déroute l'M23, en tout cas, la partie qui avait quitté le pays, les Nations Unies et même les États-Unis ont demandé à Joseph Kabila d'associer la MONUSCO à la traque des groupes armés, les FDLR. Étrangement, Kabila a refusé jusqu'au moment où il a quitté le pouvoir. Je me souviens, il y avait un commandant de la MONUSCO à l'époque, un Brésilien, qui en avait marre, qui avait rencontré à l'époque Rasfengold pour dire, mais Kabila est des membres, il ne veut pas. Il disait que notre armée va terminer cette crise. Mais sur le terrain, ces groupes armés opéraient. Mais regardez, depuis un certain temps, nous entendons qu'on a éliminé tel chef militaire. Ces gens-là étaient là tout le temps
qu'il y avait la crise. Mais est-ce que c'est assez? J'ai dit, c'est pas encore assez. Est-ce que les complicités ont disparu? Non, il ne faut pas arriver. Mais j'ai dit, c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà, voyons maintenant cette association entre la MONUSCO et les FARDC, ce qu'elle va donner. Espérons que ça va réduire sensiblement l'insécurité à l'est de la République. Mais il y a des pays qui ne voisins, même des pays qui ne sont pas voisins, qui souhaitent que cette situation perdure. Parce qu'au fait, au niveau des relations internationales, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Si une crise vous profite, l'Irak aujourd'hui n'est plus un État. Le Yémen n'est plus un État. Mais il y a des pays qui en profitent. Espérons que cette situation, moi je ne crois pas. Moi je me dis, la MONUSCO, maintenant qu'on l'a associée, elle doit montrer que oui, effectivement, parce que maintenant c'est officiel, bon, je peux faire le travail. Elle doit se racheter. Mais croire que par un coup de baguette magique, parce qu'ils vont partir, pourquoi la MONUSCO doit être là? Elle est gênante. La MONUSCO, avec toutes ses faiblesses, avec tout ce qu'elle a fait de mauvais, mais ils ont quelque chose qu'ils font toujours. La MONUSCO est témoin. Elle fait toujours des rapports. Il y a un bureau de la MONUSCO qui s'occupe des droits de l'homme, qui fait des rapports, je pense, des rapports mensuels ou trimestriels sur la situation des droits de l'homme, particulièrement à l'est de la République. Les Nations Unies ont envoyé beaucoup des groupes d'enquête au niveau de l'est du pays. Avant, les résultats de ces enquêtes étaient bloqués au niveau des Nations Unies. Et puis, pouf, un jour, on a commencé à publier cela. Kagame en était très mal à l'aise. Vous savez pourquoi? J'ai toujours dit, pourquoi, bien qu'ils sont complices, faibles, mais pourquoi écrivent toujours des rapports? C'est pour qu'un jour que quelqu'un paye. Et je l'ai dit, c'est peut-être pas le sujet. Madame Mabunda, j'ai écrit un article, Mabunda Janine, qui est allée en France, à qui on a remis un prix de la femme, et parmi les 100 femmes influentes. En tout cas, jusque-là, je suis en train de me poser la question sur base de quel élément. Et parce que quand on regarde son parcours, eh bien, elle a commencé la politique dans l'AFDEL. Qu'est-ce que je dis? Oui, disons, dans tout ce qui est proche de l'AFDEL. Elle était présidente de la Ligue des femmes. J'ai beaucoup de respect pour elle. C'est une matière grise. Mais quand on regarde son parcours froidement, elle a été toujours aux côtés de Kabila. La question qu'il faut se poser, comment cette femme a connu cette sensation? Parce qu'en politique, quand vous voyez quelqu'un monter comme ça, il faut chercher à connaître quels sont les ressorts qui les projettent comme ça. Et nous sommes sur une piste. Cette dame, elle a travaillé, c'est vrai, à Citibank, mais elle avait travaillé à Assist, qui était pratiquement la première compagnie privée de nouvelles technologies qui appartenait à M. Bisengemana. Je ne parle pas du général, je parle de Bisengemana, le fameux directeur de cabinet du président Mobutu Persona. Il faut aller le plus loin possible parce que tout se lie. Il faut aller le plus loin possible. Se poser la question. Parce qu'il n'y a pas d'hasard. Personne ne tombe comme la soupe, comme un cheveu dans la soupe. Non. Elle était, à un moment donné, elle représentait les intérêts de Kabila dans une entreprise minière. Et puis du jour au lendemain, elle se retrouve conseillère spéciale en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. Quand nous avions fait nos recherches, nous avons trouvé qu'il y avait un budget, je ne parle pas des choses en l'air,
il y avait un budget qu'on lui avait donné pour faire le lobbying à l'extérieur. Elle a bénéficié, elle a acheté les services des lobbyistes américains. Les documents existent. Si vous allez sur le website du département de justice américain, il y a une partie où on publie la liste des lobbies qui font les lobbying pour les États, pour les compagnies, pour les individus. Nous nous sommes procuré cette liste de tous ceux qui ont, je dis bien tous ceux qui ont, les acteurs congolais, tous ceux, disons des points temps, tous ceux qui ont acheté des services des lobbyistes. Et on était étonné que cette structure-là, cette position-là qu'elle occupait, elle était plus en train de faire les lobbies pour soigner l'image des régimes Kabila à l'extérieur, parce que le docteur Mukwege, son message pénétrait sur le plan international, sa voix se faisait de plus en plus faire entendre concernant les viols contre les femmes à l'est de la République. Alors, quand elle a fait sa déclaration à Paris contre la MONUSCO, ça nous a interpellés. Et subitement, les jours suivants, c'est le docteur Mukwege qui réplique. Nous nous sommes dit, quel est le lien ici? Parce que nous savions déjà qu'il y avait entre les camps Kabila et Mukwege, il y avait une lutte, entre Guillemets et certains pays voisins. Nous sommes allés plus loin. Nous avons vu le président Félix Tshisekedi aux Nations Unies. C'était d'ailleurs sa première participation à l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous l'avons vu recevoir M. Mukwege. Et M. Mukwege dira, il est venu solliciter le soutien de son pays auprès du chef de l'État pour cette campagne qu'il est en train de mener d'un fonds spécial pour les victimes de viols. Et je reprends ses propos. Il dit que le président était réceptif à son message et il avait promis le soutien. Je reprends ses propos. Vous pouvez rentrer dans l'interview. Peut-être que ce n'est pas exact, mais c'est ça, je paraphrase. Nous nous sommes dit, après, il a commencé à parler de plus en plus de la mise en place d'un tribunal spécial pour la RDC. Alors que les choses auraient été mieux, j'allais dire ça paraîtrait naturel que Madame Janine, qui a occupé les fonctions de conseillère spéciale de Joseph Kabila contre la lutte, contre les viols de femmes, qu'elle s'allie à quelqu'un qui avait déjà la notoriété en la matière. Mais on n'a jamais vu un tel rapprochement entre les deux. On n'a jamais vu un tel rapprochement. Alors, le fait qu'il a pris parole en public, ça nous a interpellés. Et c'est comme ça que nous avons fait, nous avons dit, ça y est, il y a ici une lutte qui ne dit pas selon son nom. Et nous avons compris. Vous savez, on fabrique des leaders. Pourquoi je dis ça? Quand on parle de Mukwege, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en tout cas, elle a acquis la réputation en faisant quelque chose de concret sur le terrain. C'est vrai que les lobbies peuvent s'ajouter pour faire sa promotion, mais c'est parti de quelque chose de concret et les risques sur le terrain sont réels. La question fondamentale qu'il faut se poser, qu'a fait Madame Janine Mabunda de concret sur le terrain? Est-ce que c'est par le fait qu'elle est la présidente de l'Assemblée nationale du Congo, qu'elle est devenue parmi les femmes les plus influentes d'Afrique, ou bien elle a mené une lutte âpre contre les viols des femmes au Congo? Ça, c'est des choses qui se passent en notre temps, donc facile à vérifier. On se pose la question. Aujourd'hui, les gens, on peut fabriquer un leader
moyennant l'argent. On met en moyen, on prend les moyens de communication, tout ça. Donc, ce n'est pas un hasard. Parce que le tribunal spécial, et je parlais de la MONUSCO, va se servir des rapports mensuels et des rapports des équipes d'experts des Nations Unies sur la crise de l'Est. Alors, il y a des gens qui ont intérêt à voir cette MONUSCO qui ne protège pas les civils, mais qui écrit seulement des rapports, qui pourront rattraper demain certaines personnes. Et il y a intérêt pour certains groupes que cette histoire disparaisse. Kabila a tout fait pour que la MONUSCO quitte le pouvoir avant que lui ne quitte. Même après qu'il ait quitté le pouvoir, il continue à mener une lutte contre la MONUSCO au travers de ces poulains qui sont restés dans les institutions. Alors, quel est l'intérêt du peuple là-bas? C'est vrai qu'il y a des morts, c'est vrai qu'il y a une certaine impuissance, il est bloqué pour qu'il ne participe pas aux opérations conjointes. L'intérêt du peuple, c'est tout ce que nous voulons, même si on ne poursuit personne au nom de la réconciliation, moi, c'est pas. Mais est-ce que doit-on continuer à tuer? J'ai dit non. Alors, il faut renforcer la MONUSCO, que son mandat soit renforcé au niveau des Nations Unies, que ça cesse d'être une force qui s'interpose. Hein, c'est un mandat flou pour protéger la. Quand quelqu'un a les armes, il s'en prend aux populations civiles. Tu protèges les populations civiles comment? Tu utilises les armes. Il n'y a pas mille moyens de le faire. Tu utilises les armes pour protéger la population. Donc maintenant, ils n'ont plus d'excuses. Ils doivent le faire. Mais laisser les champs libres. Mais écoutez, à moins que l'on trouve une autre force qui pourrait venir remplacer la MONUSCO. Il y a des forces, par exemple, de l'Union africaine, hein, qui ont intervenu dans certaines crises. Vous avez, par exemple, en Afrique de l'Ouest, comment ça s'appelle, la force de CEDEAO là. Vous avez vu son action au niveau de la Gambie a dissuadé le président Yahya Jammeh qui était là de rester au pouvoir. Maintenant, ça se passe en Guinée-Bissau. Hein, ils ont pesé de leur poids. Donc, on peut trouver une force, peut-être une force mais quoi qu'il en soit, à l'état où se trouve notre armée, parce que quand les gens parlent de M23, le plus souvent, ils oublient. Nous jetons seulement des fleurs à notre armée. Je vais bien. Mais quand vous regardez en réalité, il y a eu le concours de la MONUSCO pour que les M23 se retirent. Je dis bien se retirer. Parce qu'on a gagné cette guerre-là, entre guillemets, sans qu'il y ait beaucoup de victimes du côté de l'ennemi. Ils s'étaient retirés. C'est vrai que s'ils ne s'étaient pas retirés, ils allaient perdre des gens, mais on allait aussi perdre des gens. C'est pour cela qu'ils sont en Ouganda. Donc, à l'état actuel, depuis la chute de Mobutu, il n'y a pas encore une armée sur laquelle on peut compter à 100%. Les gens me parlent de « Ah non, nous avons des militaires bien formés en Israël, en France, aux États-Unis, en Chine. » Écoutez, l'armée, c'est d'abord une organisation qui repose sur une philosophie. L'armée, ce n'est pas le fait d'avoir des gens bien formés. Est-ce que ces gens-là bien formés sont-ils disciplinés? Est-ce qu'il y a une organisation forte? Les militaires, c'est des pères de famille. C'est des mères de famille. Quelle est leur situation sociale? Vous envoyez quelqu'un sur le front alors qu'il sait que s'il devient infirme, il deviendra mendiant à Kinshasa. Vous pensez que cette personne peut aller vraiment se faire tuer pour défendre le pays? Ne rêvons pas. C'est des gens qui, le soir, la femme l'appelle et dit l'enfant est malade. Nous avons deuil. Les enfants doivent aller à l'école.
C'est pour cela que j'ai dit, bon, si ça va continuer, c'est des choses à encourager. C'est pas parce que quelqu'un l'a fait, j'ai un problème avec lui, non. Moi, j'ai dit, la construction des maisons au niveau des Kanchachi, c'est quelque chose à encourager. Il faut même qu'on fasse plus. Il y a beaucoup de camps au Congo. Même, allez au camp CETA. Vous allez pleurer. Allez au camp Mobutu, où il y a la police, qu'on appelle aujourd'hui camp Kabila. Des gens vivent dans des militaires, je parle des policiers, des militaires, des gens qui tiennent les armes. Ils vivent dans des conditions moins bonnes que les conditions des animaux dans certains pays. Je vous épargne des camps qui sont à l'intérieur du pays. Allez au camp Lufungo là. Je me dis, nous applaudissons, mais beaucoup reste à faire. Ça doit continuer. Il faut que le militaire congolais arrive à se dire, je peux me battre, je peux devenir infirme, on va me prendre en charge et prendre en charge ma famille. Non, il devient infirme, demain, il commence à tendre la main aux gens qui l'ont envoyé au front, qui passent dans des jeeps climatisés et qui lui donnent à peine l'aumône. Non. En plus, il faut qu'on prive, en dehors de l'action militaire, on doit privilégier aussi les dialogues des communautés. C'est important. Les communautés locales dans la province du Nord et du Sud Kivu. Les gouvernements doivent faire son travail, mais aussi privilégier les dialogues. Parce que tout ne sera pas résolu par les armes. Il faut créer les conditions, les minimums de conditions de paix, d'entente, d'harmonie. Les gens doivent se mettre, c'est comme je disais l'affaire de Banyamulenge. Non, ce n'est pas parce que tu te réveilles, ah non, bazar mandele na biso, to bango. Mais, bogo bango, bango peut battre en soubana mindu qui bago ma pe bino. Trouver un moyen. Les problèmes de terre, il ne faut pas que les gens se lèvent, on doit en parler. Que les gens en parlent. Est-ce qu'ils ont-ils droit à la terre? Si c'est non, alors doit-il rentrer au Rwanda, au Burundi, je ne sais pas, en Ouganda? C'est des choses dont on doit parler. C'est pas non, tout le monde. Mais tout le monde peut ce qui, combien de temps, même quand les gens disent que oh, l'armée n'a pas commencé à être infiltrée à l'époque des Kabila. Si l'armée n'était pas infiltrée à l'époque de Mobutu, les Rwandais n'allaient pas oser et l'Ouganda à attaquer la RDC. Il y a une vidéo où les militaires disent la vérité à Mobutu. Mais on n'avait plus une armée. Ils disent, le maréchal, quand vous achetez les chars, demain ça part et comme il va monter à Massou et à général, on a un colonel. C'est une situation qui a commencé depuis très longtemps. Et il y a des gens qui profitent pour... C'est vrai qu'à un moment donné, les pays étaient balkanisés. La RDC était balkanisée. Je ne parle pas qu'on a voulu, non. Elle était balkanisée. Mais il restait tout simplement de cette balkanisation, des faits qui existaient, qu'on crée que des nouveaux États émergent. Et souvent, quand nous parlons, nous ne regardons pas aussi les progrès qu'on a fait. Mais même quand les gens disent que Kabila avait balkanisé le pays, je me dis, écoutez, je parle de Joseph. Moi, j'aime être objectif. Mais Joseph a trouvé ce pays-là balkanisé. Enfin, quand je dis il a trouvé, il a participé à la balkanisation, mais quand il est devenu président, le pays était balkanisé. Chaque chef de guerre régnait en président dans son coin. C'est pour cela que certains chefs de guerre pouvaient se permettre. Je dis bien, pouvaient se permettre même aller intervenir dans une crise dans un pays voisin. C'est parce que
À un moment donné, il se sentait que non, je suis chef ici comme un chef de l'État. Il collectait de l'impôt, les taxes partout, tous ces chefs de guerre. Dans les fonctionnements, ils se comportaient comme des États. Quand il arrive au pouvoir, il y a dialogue, le pays est réunifié. C'est un fait, même si les gens sont contre, j'ai dit c'est un fait. Moi, j'étais dans un pays étranger, j'avais des amis, quand ils veulent appeler leurs frères au Kivu, ils composaient les numéros du Rwanda, les codes du Rwanda. Déjà à l'époque de Mouzé, quand il s'est brillé avec ses alliés, mais il n'y avait aucun avion qui quittait le Goma pour venir à Kinshasa ou qui quittait Mbandaka pour venir à Kinshasa. On est sorti de cette situation, il y a eu la pression. C'est là où j'ai dit, quand nous parlons de la communauté internationale, elle est diverse. Il ne faut pas confondre des groupes d'intérêt et croire que c'est ça la communauté internationale. Les Américains ont fait pression. On a réunifié le pays. Mais est-ce que tout était fait parfaitement? Je dis non. C'est sous Joseph Kabila que le pays est réunifié. C'est-à-dire, on peut quitter Mbandaka à Kinshasa, on peut quitter Gbadolit à Kisangani, on peut quitter Kisangani à Goma, Goma, Bukavu, Bukavu, Kindu, Kindu, dans les Kasaï, et puis à Kinshasa. Le pays était balkanisé jusqu'à même à Sankourou, là. Une partie de Sankourou était sous contrôle d'IRCD Goma. Quand nous parlons de Sankourou, nous sommes au centre du pays. Donc, c'était à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile de battre. Et aucun leader qui avait une portion du territoire, si on lui proposait de devenir chef de l'État dans son coin, allait refuser, croyez-moi. Mais tous ont été contraints pour que le Congo reste un. C'est vrai, les Congolais ont marché à l'extérieur. C'est vrai, les Congolais ont pris part à des conférences pour dénoncer tout cela. Mais ce n'est pas seulement l'action des Congolais. La communauté internationale avait finalement compris que ça n'allait pas dans le sens de leurs intérêts que le Congo soit balkanisé. Il y avait des gens qui disaient, je peux donner l'exemple, monsieur Dr. Pitafam, l'actuel envoyé spécial des États-Unis, à l'époque, il n'était pas encore un officiel. Il y avait des voix qui s'élevaient à cause de l'ampleur du conflit, de la gravité des crimes commis. On disait, bon, autant qu'on partage ça. Mais il y avait un autre groupe, des gens, des États qui travaillaient, qui ont compris, non, 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 non. On ne gagnerait pas plus dans un Congo balkanisé. On gagnerait plus dans un Congo uni. Parce qu'ils avaient déjà, chacun avait déjà une partie. Vous pensez que c'est la population qui est allée chasser ces gens-là? Non. Mais encore, ce n'est pas l'armée congolaise. Ça, c'est quelque chose qui échappe à beaucoup de gens. Maintenant, quand les gens parlent, pour se donner une certaine visibilité, surtout dans la diaspora, et pour faire passer les mains, parce que dans la communication, un message qui fait peur accroche plus qu'un message qui rassure. Ah, on veut balkaniser le pays. Ah, tel veut balkaniser le pays. Et tel autre, Bokomona. Vous croyez que c'est si facile? Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de vérité dans le passé, il y en a eu. Mais je pense que les gens confondent de l'époque. Cette histoire, il faut le dire avec beaucoup de courage, est derrière nous. Même s'il y a des volontés, mais en tout cas, les conditions sur terrain ne s'y prêtent plus. Pessoal, AVC Pamba, Bank Sabatu,
C'est une tactique de communication, des manipulations. Il faut amener quelque chose qui fait peur parce que ça mobilise, ça accroche facilement. Allez, bon, j'ai beaucoup parlé. J'ai pensé parler moins comme c'est... Oh, bon, comme ça, on va faire une semaine. Je ne parlerai plus. On aura une autre analyse la semaine prochaine. Donc, voilà. Merci d'être là. Vous êtes nombreux. J'ai promis de ne pas... est-ce que je n'ai pas abordé? Oui, gouvernement de transition. Écoutez, cette histoire, à moins qu'il y ait une grande crise, c'est dont je doute. C'est improbable. Et même quand nous parlons du gouvernement de transition, il faut faire très attention qui va en profiter. Aujourd'hui, ça c'est mon point de vue, au niveau de la communauté internationale et au niveau de la RDC, d'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, à l'exception de quelques voix qui s'élèvent, il n'y a pas un problème de légitimité qui se pose. Même au sein de l'opposition. Ces problèmes ne se posent pas dans la grande majorité. Demandez aux gens de l'ensemble, hein, demandez aux gens du MLC, parce que le MLC aujourd'hui a quelqu'un dans le bureau, grâce au vote, entre autres, de la coalition au pouvoir. Donc, il ne se pose plus un problème de légitimité. Mais il y a encore des voix qui s'élèvent, elles sont très minoritaires. Au niveau de la communauté internationale, j'ai suivi Peter Pam qui a dit les discours de rentrée sur les résultats des élections, c'est un discours inutile. Je reprends exactement ces mots. Hein. Mais voilà ce que je crois par rapport à la situation de l'Est de la République. Je crois que nous sommes en train de vivre, nous sommes vers la fin, je ne dis pas la fin, mais vers la fin de cette situation. Avec cette réaction, qu'elle soit téléguidée ou pas, mais de la population des jeunes, je dois dire que les gens en avaient marre. Et s'il y a des gens qui ont manipulé, c'est parce qu'ils savaient que les gens en avaient marre. Je crois qu'avec cette réaction, avec, comme on dit, à quelque chose de malheur et bon, ça a permis, cette attaque contre les installations de la MONUSCO, ça a permis d'accélérer les choses pour que la MONUSCO, finalement, et le gouvernement se mettent d'accord pour coaliser leurs forces et combattre ces forces négatives qu'il faut les dire. Déjà, notre gouvernement, notre armée, avec les moyens des bords, avait mis hors d'état de nuire beaucoup de ces gens et envahi leurs bastions. Ce n'est pas encore fini, mais je crois que ça, l'année prochaine, vers la fin de l'année prochaine, d'après certaines prédictions et certains programmes, parce que croyez-moi, ce n'est pas pour rien que l'Africom est impliqué dans cette histoire, ça pourrait prendre fin. En tout cas, on parlera des cas de criminalité des cités, mais ça ne sera plus une insécurité telle que nous la voyons aujourd'hui. Comme disent les musulmans, Inch'Allah. Hein? Donc, Dieu voulant, et nous devons continuer à prier, nous devons. Moi, je dis ceux qui dénoncent les puissances de la MONUSCO, je dis, il ne faut pas condamner. Ça fait 18 ans qu'ils sont là. Mais chacun a un mobile pour lequel il condamne la MONUSCO ou il réagit contre la MONUSCO. C'est là où il y a le problème. Donc, gouvernement de transition, nous n'y sommes pas encore. Et puis, il ne va pas de l'intérêt même des pays voisins de voir une crise qui va... Parce qu'un gouvernement de transition, ça risque de poser encore plus de problèmes. On a vu, lors de 1+4, ce que ça fait. Quand personne n'a même un semblant de légitimité, ça crée plus de problèmes. Bon, on a une coalition en place. Les choses ne sont pas, il faut pas se voir la face, les choses ne sont pas à un état idéal, mais je pense qu'il y a moyen de consolider. Il y a une vague de l'espoir. Et c'est ici que repose donc la responsabilité du président Félix Tshisekedi
son avènement au pouvoir a suscité, il faut le reconnaître, d'une manière générale, une vague d'espoir. Alors, comment traduire cela dans les faits? Il y a quelques signaux, mais il faut consolider ces signaux. Il faut absolument les consolider. Sinon, sinon ça risque d'être très mauvais. Je pense qu'on est à un tournant. Mais avec l'aide de Dieu, je pense qu'on y arrivera et on pourra avoir des élections apaisées. Il faut qu'on trouve une formule d'une manière ou d'une autre. Comment réformer la Cour constitutionnelle, comment réformer la CENI, et tout ça, on doit trouver un moyen. Bon, il y a un autre débat dont les gens parlent et tout ça. Et non, Kabila va revenir ou il ne va pas revenir, est-ce que la Constitution lui permet, tout ça. Notre Constitution, c'est ma pauvre opinion, j'ai parlé à des juristes. Donc, malheureusement, les droits, ce n'est pas comme la mathématique où chacun dit 1 plus 1 égale 2. J'ai parlé à 3-4 juristes. Bon, il y a des opinions divergentes. On entend aussi les constitutionnalistes qui parlent, et qui divergent. Mais mon point, là où il y a le problème, c'est quoi? C'est que notre constitution parle de 2 mandats. Kabila a eu 2 mandats, ça y est. La question reste, s'il avait perdu les élections de 2011, lesquelles, à mon humble avis, il avait perdu, si la CENI ne l'avait pas proclamé vainqueur, et que M. Tshisekedi, paix à son âme, était à la magistrature suprême, avec Imperium, dirigé, Kabila pouvait revenir en 2016, ce qui est arrivé par rapport à 2018. OK? Il pouvait revenir. Maintenant, si en 2018, par exemple, il était élu une deuxième fois, pouvait-il postuler en 2023? Il y a un juriste qui m'a dit, nous sommes dans une situation non prévue dans la Constitution. Mais le professeur Mbata, le problème c'est qu'au Congo, ce que nous avons comme des professeurs, beaucoup de juristes sont dans les partis politiques. Donc, il est difficile de dire qui est objectif, qui ne dit que strictement les droits ici. Le plus souvent, ceux qui disent et les uns et les autres, quelque part, c'est teinté de leur appartenance politique. C'est ça aussi le problème au Congo. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas un juriste qui vient, qui dit, moi, je regarde seulement la Constitution, moi, je n'appartiens à aucune plateforme, je n'appartiens à aucun parti politique, moi, je suis professeur de droit, je suis machin, voilà l'avis de l'expert. Nous n'avons pas ça. La plupart des juristes que nous connaissons qui interviennent sont soit du côté des cash, soit du côté cash FCC, soit du côté de l'AMUCA. Donc, ça rend l'objectivité difficile. Il y a un juriste, souvent un frère, hein, on se fait des pics sur Facebook. Lui n'est pas constitutionnaliste, il a fait le droit pénal, mais il contredit celui qui est constitutionnaliste. Maintenant, quand il y a une matière de droit pénal, nous autres qui ne sommes pas des juristes, nous voulons intervenir. Il dit, au nom de quoi, hein? Vous pensez que le droit, c'est facile, hein? Tout le monde veut mettre son nez. Bon, il faut rester dans votre domaine, dans votre spécialité. Mais maintenant, quand je regarde, mais je dis, lui aussi devrait rester dans sa spécialité de droit pénal. Quand les constitutionnalistes parlent, lui ne doit pas parler. Il doit dire Amen. Non, il contredit les constitutionnalistes. Je dis, oh, donc il commet la même bêtise que nous autres. Même s'il est juriste, mais après tout, un gynécologue, c'est un gynécologue. Quand il donne son point de vue, le médecin généraliste ne vient pas quand même les contredire. Donc voilà, c'est un peu ça le problème chez nous. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Je vais prendre seulement 5 parce que le temps est parti, il y en a beaucoup, même des questions. Dieu merci, quand on me dit bonjour Anglo-Congo, analyse de la semaine passée n'est pas sur Facebook, que vous pouvez la poster encore. Non, j'avais supprimé ça pour des raisons que j'ai évoquées au début de cette émission. Je ne saurais plus évoquer cela, mais je vous promets, cette analyse reste. Allez, Hélène dit,
Mais Papa Anglo Congo, le M23 appartient à Joseph Kabila, tous ces groupes de rébellion sont alimentés par Kabila. C'est trop facile de dire ça, que ça appartient à Joseph Kabila. C'est trop facile. C'est pour ça que je dis, dans ce méandre-là, il faut distinguer les choses. Savez-vous qu'il y a des éléments du M23? Ça peut vous choquer. Il faut chercher l'information. Il y a des éléments du M23 qui avaient fait la prison à Kinshasa pendant plusieurs années. Je dis bien des éléments du M23 qu'on avait libérés à un moment donné. Mais il y a aussi une partie du M23. Donc, ce sont des rapprochements politiques. Il ne faut pas généraliser les choses. Il y a une partie du M23 qui était proche de Kabila. On a vu deux M23. Il y a même un qui avait appuyé à un moment donné l'autre, une partie du FARDC. Je dis des choses vraies, pour s'attaquer à un autre M23. Les gens n'ont jamais, comment dirais-je, ils n'ont jamais perçu ce problème de... La même chose qui avait divisé Museveni et Kagame, c'est-à-dire les Congo, hein, l'influence au niveau de la sous-région, qui passe par avoir quelque part la même mise sur la RDC. C'est la même chose à un moment donné qui a divisé Joseph Kabila et Kagame. Je vais vous donner un exemple. Souvent, on utilise les Rwandais. Je n'excuse pas les Rwandais. Les Rwandais ont joué un rôle dans ce qui nous est arrivé. Mais nous devons aussi reconnaître, nous avons joué un rôle dans ce qui est arrivé au Rwanda. Hein? Alors, je voudrais dire ceci. Regardez. Tout le monde sait que Kabila a une certaine proximité avec le Rwanda. Mais il est étonnant, tout le monde le dit aussi, qu'il y a des officiers rwandais dans notre armée. J'avais pour preuve Tanganda. Mais c'est étonnant que la garde de Kabila, sa garde rapprochée n'était pas constituée des Rwandais. C'était les Zimbabwéens et les Tanzaniens. Beaucoup plus les Zimbabwéens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur base de ça, vous pouvez comprendre qu'il y a une proximité, mais il y avait aussi une méfiance. Il y avait une méfiance. Kabila fait plus confiance à Harare qu'à Kigali concernant sa sécurité personnelle. Ça doit dire. Quand on fait l'analyse, il ne faut pas seulement rester dans les clichés figés. Non, il faut aller dans le fond des choses. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Alors que naturellement, sur base des clichés que nous avons, ça devrait être une garde qui vient de Kigali. Nous, par contre, c'est des Zimbabwéens. C'est-à-dire, quelque part, il était méfiant. Et Kabila, c'est quelqu'un de très méfiant. Très méfiant. Kagame a tenu des langages. C'est-à-dire, non, on ne fait pas jeune à ma sécurité non personnel. Il a tenu des langages dans la presse contre Kabila. Donc, c'est une nébuleuse que beaucoup de Congolais ne comprennent pas parce qu'on met tout le monde ensemble à tout moment. En politique, les alliances se font et se défont. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été ensemble. Mais Museveni, Kagame qui est au Rwanda, les Tobanalinga, la pire petit naïd. Mais comme disent les mots, le no balaksana nyokate. Donc en politique, nous nous associons au tel cas forme à Mutobi, ensemble. Hein? Quand les intérêts divergent, ça diverge. Hein?
Je n'en dirai pas plus. Mais il y a eu une campagne à un moment donné menée par les gouvernements de Kinshasa sur le plan international contre le Rwanda. Donc il faut chercher à savoir quand est-ce qu'il utilise telle faction, quand est-ce qu'il est contre. Et les problèmes des Congolais, les Congolais n'ont jamais compris Kabila. Même au moment où nous parlons, beaucoup de gens n'ont pas compris Kabila, il agit comment. Non. Et j'ai parlé avec un politicien qui m'a dit, il a fait croire aux gens qu'il était bête. Il a fait croire, mais il ne l'était pas. Aujourd'hui, le Rwanda, je dis bien le Rwanda, a entre autres des problèmes aussi avec, je parle de Kagame, à cause de la RDC. Les rôles joués par le gouvernement angolais, qui a sauvé plus le régime de Kabila que le gouvernement rwandais, dans le passé, avant que Lorenzo vienne au pouvoir. Lors des affrontements entre les militaires de Jean-Pierre Mbemba et les militaires loyaux, disons les militaires du gouvernement loyaux à Kabila, l'intervention de l'Angola était décisive et une partie des officiers tanzaniens. Donc ça, ce sont des éléments qui échappent aux gens quand ils font l'analyse, parce que les gens sont bourrés de certains clichés venant de certains milieux où, dans les réseaux sociaux, on bombarde, et c'est comme ça que nous ne pouvons pas savoir qui fait quoi. Alors, il y a qui encore? Je prends un autre exemple, une autre question, commentaire. Jean-Claude, je t'ai vu, bonjour. Allez, mais il faut reconnaître une chose, nous avons échappé à la guerre, à une crise beaucoup plus grave à l'issue de ces élections. C'est pour cela la communauté internationale, quelque part les Américains, félicitent Kabila. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bon, il a fait les jeux de l'alternance, il y a la paix, mais ce n'est pas une paix comme nous le souhaitons. Ça, il faut le dire. Les rebelles de, ça c'est James Kabo, les rebelles de ADF par l'entremise des otages libérés ce jeudi, Moukoussoupé d'Oïcha, chef-lieu de paix du territoire Nord Kivu, se sont de nouveau exprimés. Ils ont fait porter des messages écrits à ces derniers. D'après les ex-otages, les ADF veulent islamiser la région de Béni. Ils promettent la mort aux personnes ayant d'autres confessions religieuses que l'islam. Voilà, c'est long, c'est un article en fait. Bon, il y a aussi cet élément islamique. Nous sommes la partie est de la RDC, et voisine à certains pays où l'islam est très fort, tels que la Tanzanie, en Ghana, même au Burundi. Hein? Donc, vous prenez aussi, vous allez plus loin, le Kenya et la Somalie, un peu plus loin. Donc, on sent que il y a des rapports établis que le mouvement musulman intégriste, terroriste, il faut le dire, ont trouvé pied, ont mis pied de ce côté-là. Et je disais que c'est un avantage. Cette crise de l'Est de la République semble être ignorée. En tout cas, du moins, sur le plan international, on s'y intéressait pas beaucoup, on ne prêtait pas beaucoup l'attention. Mais cette affaire de terrorisme dans cette partie fait que la communauté internationale, avec tout ce qui se passe dans les Sahel, hein, et tout ce qui s'est passé à un moment donné en Europe, des attentats, tout ça, fait que la communauté internationale ne peut pas ignorer ça. Donc, c'est un autre avantage, et je pense que la communication du gouvernement, particulièrement du président Félix Tshisekedi, sur ce point était bonne, mais il faut le dire que c'est Kabila qui avait commencé à alerter le monde
sur la menace terroriste dans cette partie du monde. Malheureusement, lui le faisait pour un autre mobile. Il était fin mandat, il voulait prolonger, alors son message ne pouvait pas passer. Mais le fond était bon. Le fond était bon. Mais le problème, c'est que lui voulait faire ça à son avantage. Donc, sur ce point-là, nous devons dire que bon, merci, maintenant, ça intéresse l'Afrique, hein, ça intéresse d'autres États. Vous avez entendu, la France a promis une aide par rapport à cette situation, tout simplement parce que les mouvements terroristes, c'est un mouvement, il faut le dire, qui est contre les intérêts occidentaux, et comme ils sont venus sur le terrain, quelque part, nous en profitons, nous en tirons profit. Voilà. Pour obtenir au moins les regards tournés de ces partenaires vers notre crise, et ils deviennent nos alliés objectifs, mais nous pouvons éradiquer ces mouvements-là. Allez, donc je ne saurais pas lire tout cet article de James Kambora, mais je vais le lire après, et je pourrais, je promets, je dis bien au conditionnel, peut-être publier ça sur la page d'Anglo-Congo. À James, ici tu es un peu court. La commission de défense sécurité, vu qu'elle est sous la surveillance de Jeannette Kabila, aucune déclaration, tout cela nous interpelle quelque chose, car c'est son frère qui est le véritable ADF. Bon, ici, il y a un mélange de choses. Hein. La commission de la défense au niveau du Parlement n'est pas l'état-major de l'armée. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même curieux que ce soit Jeannette Kabila. Bon, on sait qu'elle a dit qu'elle a fait le service national en Tanzanie. Bon, peut-être qu'elle a le background, mais on se pose la question si vraiment elle comprend. Bon, elle est élue de toute façon, mais je ne pense pas qu'elle pourrait beaucoup influencer les choses. Elle n'est pas dans l'exécutif, c'est une commission de la défense. C'est une commission de la défense. Elle ne pourra pas influencer les choses. Un autre problème que nous avons, nous donnons trop d'importance. Je me pose la question si ce n'est pas aussi une stratégie de communication. On donne trop d'importance aux individus, on fait peur. Donc, commission de défense pêche. Ils n'ont qu'à attendre des rapports ou bien de faire des contrôles parlementaires. Mais ce n'est pas eux qui vont dire qu'il faut nommer tel ou tel chef d'état-major ou bien ne pas nommer tel. Non. Ça ne relève pas de leur fonction. Mais c'est quand même curieux. Allez. Et puis, bon, le véritable ADF Nalu, c'est Kabila Bosch. Moi, je ne dirais pas jusque-là. Je dis tout simplement qu'il a fait preuve d'une sorte de, je ne sais pas appeler ça complicité, laxisme, tout ça, et au point que ça peut vous amener à avoir un tel commentaire. Mais, à ce que je sache, les ADF Nalu, c'est un mouvement qui existe depuis très longtemps et qui avait mis les Congo déjà à l'époque de Mobutu. Il faut lire l'histoire. Il faut lire l'histoire. Même bien, un peu bien avant. Même un peu bien avant. En fait, l'Est de la République, c'est une partie qui n'était pas très stable. Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'était à l'époque de Mobutu déjà qu'il faisait des incursions. Alors, nous attendons avec force la réaction du gouvernement face au nouveau renouvellement des mandats de la maudite MONUSCO pour l'exercice de... J'en profite pour cette occasion d'alerter nos députés étant profession que nationaux de parler au nom du peuple congolais et rebuter cette mesure de renouvellement du mandat, car leur inaction nous prouve suffisamment qu'ils sont complices de notre malheur. Après une profonde analyse, nous avons toujours subi cette insécurité, surtout lorsque le mandat de la maudite MONUSCO tombe. C'est long. Bon, écoutez, je crois avoir répondu à cette question. Nous avons la faiblesse, il faut le reconnaître, de ne plus avoir une armée digne de ce nom. Nous avons des militaires bien formés qui existent. Bon, il y en a d'autres qui ne sont pas formés, c'est des gens venus des rébellions, tout ça. Mais il y avait des militaires bien formés, mais malheureusement, il n'y avait plus une armée. Hein.
ça il faut le dire. Donc il n'y avait plus de discipline, l'âme était divisée déjà à l'époque de Mobutu, la situation sociale était, il ne faut même pas parler, tout ça. Donc, et cela a duré pendant un temps. Et nos voisins le savent, c'est ça les États. Les États surveillent les autres, cherchent à savoir comment, dans quel état se trouve votre pays. Ils n'attendent que ça. Allez, Yeye Pwambale, un petit commentaire sur l'affirmation du père Ilukamba dans l'article qui parle de sa conversation avec le ministre de nos services secrets, l'assassinat des deux experts. Merci beaucoup. Bon, moi j'avais publié ça parce que j'avais vu ça, j'avais pris ça, c'était un tweet, et puis bon, il y a des gens qui m'ont dit, oh non, c'est pas vrai, mais j'ai vu beaucoup d'organes de presse sérieux qui ont récupéré ça aussi. Ils ont relayé comme moi. C'était un aveu. C'était un aveu. Bon, aujourd'hui, il est difficile pour le gouvernement de dire que pour la mort de ces deux experts des Nations Unies, que le gouvernement n'y était pour rien. Mais l'effort, il y a un effort qui est fait pour responsabiliser certains agents de l'État. Pour que ça devienne un crime personnel, qui n'ont pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des ordres venant de la hiérarchie, comme on dit, qu'ils ont fait ça d'eux-mêmes. Alors, il y a même un acteur important de ce drame qui est mort dernièrement, je crois, dans un hôpital à Canada. Donc, il y a eu un effort de brouiller les pistes, tout ça, mais écoutez, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient déjà en possession de la FBI et des services de la police des Nations Unies. Bon, malheureusement aussi au niveau des Nations Unies, il y a un effort d'étouffer l'affaire. Parce que une chose que vous devez savoir, ces puissances internationales, à cause des intérêts, peuvent sacrifier leurs propres gens, à cause de leurs intérêts. Au nom, comme on dit, au nom des secrets d'État. Peuvent sacrifier, un peu comme l'ambassadeur de France qui avait trouvé la mort à Kinshasa lors des pillages à Kinshasa. Vous voyez comment cette affaire a été gérée. L'enquête a été brouillée. Je prends l'exemple d'une dame, Ghislaine Dupont, avec son collègue journaliste qui sont morts dans le Sahel, assassinés. Aujourd'hui, les familles et avec d'autres associations en France sont rentrés dans l'affaire et il y a des témoignages, il y a des choses pas cohérentes dans la position, dans les rapports du gouvernement que le gouvernement avait donné à l'époque. Donc, on est en train de remettre en cause les rapports faits par les gouvernements français. Pourquoi? Au nom des intérêts, un État peut sacrifier même l'État américain. Vous avez l'ancien secrétaire général des Nations Unies, dont l'avion avait fait un crash. Je crois que c'est un Suédois, mais le nom est compliqué. Hammercrash, il y a un nom compliqué à prononcer. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à dire comment la mort lui est arrivée. Vous prenez le président Kennedy. C'est resté une piste floue. Donc, chaque État a des cadavres dans son placard, comme on dit. Il y a des choses, peut-être, c'est la génération qui viendra qui connaîtra la vérité. Voilà. Donc, on sent aussi dans ces dossiers-là que de ces deux experts, une volonté de camoufler les choses, les Nations Unies, le bureau du secrétaire général avait essayé un peu d'apaiser les parents, de leur faire avaler la version du gouvernement à l'époque. Donc, moi, je parlais particulièrement avec une dame, une américaine, elle était la première qui avait dit que ces gens-là sont morts et que les Nations Unies, donc la MONUSCO, sont au courant, mais, et les gouvernements, ils savent qu'ils sont morts, mais ils n'arrivent pas à les dire. Je parle avec elle. On a échangé là-dessus, tout ça. Et elle m'a dit, mais écoutez, si on ne fait pas assez de pression, ça sera étouffé. Mais il y a aussi, d'une part, la volonté dans certains milieux que toute la vérité soit dite sur cette affaire. Voilà. Allez. Bon, en tout cas, je crois que c'était le troisième commentaire. Il reste deux.
sur des questions que vous avez posées, des réponses. Donc, non, Moutoké, pour te dire oui, que ce direct reste parce qu'on est au travail. Oui, ça va rester, j'ai promis. Bien alors, qu'est-ce qu'il faut pour un nettoyage des éléments négatifs de notre armée? Une profonde restructuration. Oui, ça c'est André Mouyamba. Oui, je pense qu'il faut une réforme, hein? Mais ce n'est pas une tâche facile. Il faut une réforme à fond de notre armée et ça se fera avec douleur, mais il faut une réforme. On doit profiter de cette montée de la volonté du peuple de mettre fin à cette crise. Mais tout le monde en a marre, tout le monde en a marre. Hein? Il faut qu'on réforme l'armée. Nous sommes un grand pays. Sans une armée disciplinée, patriotique, eh bien, écoutez, même cette affaire. Pourquoi les gens sont arrivés à proposer même la balkanisation? Certains milieux. C'est parce que quand vous avez un pays, certains coins, où il n'y a pas l'autorité de l'État, tout le monde peut venir s'engouffrer là-bas. Certains, dans certains milieux, on disait non, pour que ça soit gérable, il faut balkaniser. Ce n'était pas parce qu'on veut balkaniser pour nous faire souffrir, non. D'autres qui ont estimé non, autant que ça reste ensemble parce qu'il y a une identité nationale. Parce que la balkanisation ne peut bien aller que s'il y a une frange de la population qui la souhaite. Ce n'est pas le cas du Congo. Avec toutes nos divergences, et toutes nos querelles, tout ça, mais tout le monde veut que le Congo, dans la grande majorité, reste un. Donc, il n'y a pas une population complice. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vous aime bien, mais j'ai dit prions. Prions pour ceux qui ont une parcelle de pouvoir au Congo. Hein. Prions pour des leaders, prions pour le président Félix, prions pour Joseph Kabila parce qu'il est à la tête d'une grande coalition. Quand je dis prions, cela ne veut pas dire j'approuve ce que l'un l'autre fait, forcément non. J'ai dit prions pour l'intérêt de la population, que Dieu touche leur cœur pour qu'ils fassent des choses dans l'intérêt du peuple. Et prions pour les changements. Si c'est un changement qui va demander le départ de l'un ou de l'autre, mais venant de Dieu, tant mieux. Hein, mais quand je dis ça vient de Dieu, je ne dis pas nous croisons les bras. Non. Nous faisons notre part aussi de prier, associons Dieu à cette affaire. Parce qu'au fait, le Congo, c'est aussi un miracle. Hein, le Congo, parce qu'il tient, c'est un miracle. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça tient. Allez, je crois que je crois qu'on peut terminer là. Il y a des gens qui ajoutent maintenant. Ah, Marcel Pognon a dit, que pensez-vous de la demande directe des docteurs femmes au président Fachi, celle d'écarter certains cadres militaires qui sont sous sanction? Bon, écoutez, Peter Pham a cité des noms de certains généraux de FARDC. Pour être précis, ces généraux sont sanctionnés pour avoir violé les droits de l'homme ou gêné les processus démocratiques, surtout pendant la période d'élection. Bon. Et ils estiment que ces gens-là soient dans la chaîne de commandement par rapport à ce qu'il dit, qu'ils ne pourront pas faire le travail comme il se doit en respectant les droits de l'homme. C'est ça l'argument derrière ça. Bon, c'est une demande qui vient d'un officiel étranger, américain soit-il. Maintenant, dans la pratique, c'est faisable? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il n'y a que ces trois-là à qui on a à reprocher des choses? Comment est-ce que le président va s'y prendre? Je crois que c'est une tâche très difficile, il faut le dire, mais la réforme de l'armée, d'une manière générale,
moi, je pense que c'est dans ces cadres-là, hein, dans le cadre de la réforme de l'armée, qui est une nécessité, il faut qu'on la fasse. On peut voir tous ces cas ici, dans le cadre de la réforme de l'armée. Il y a des gens, bon sang, à qui on peut dire, bon, écoutez, une retraite anticipée, hein, on leur accorde cela. Parce que le vrai problème du Congo, si vous voulez sanctionner une personne, ben, la liste peut s'allonger. Hein. Je ne dis pas que je défends quelqu'un ici, mais je dis qu'il y a des gens qui ont fait aussi pire. La liste va s'allonger. Bon, c'est une tâche difficile. Quand on est aux affaires, ben, on doit prendre des décisions parfois difficiles, mais c'est pour cela qu'on est là. Il faut aussi voir l'opportunité. Est-ce que c'est le moment de le faire ou pas? Bon, je ne suis pas assis sur le fauteuil du chef de l'État, mais je crois qu'il faut une réforme dans l'armée. Il faut absolument une réforme. Et mon opinion, je pense, dans le cadre de cette réforme, pour éviter aussi de donner l'impression d'être partial. Bon, c'est quelque chose qui doit discuter avec les partenaires de la... Parce qu'on ne doit pas aussi perdre le soutien des Américains qui veulent accompagner et financer la réforme de notre armée à cause de 3 individus. Mais on ne doit pas aussi brûler la case. Hein? On ne doit pas brûler la case. Vous savez, l'armée congolaise, elle est composée des factions, hein, de certains gens qui ont dirigé des milices, des rébellions, et qui ont amené les gens dans l'armée. Donc, vous touchez quelqu'un, peut-être que vous n'aurez pas qu'à faire à lui. Je dis simplement la vérité. Donc, on doit tenir compte de tous ces éléments. Et il a un conseiller militaire, il y a un chef d'état-major, il y a un ministre de la Défense. C'est à ce niveau-là qu'on doit étudier cela. Allez, bon, permettez-moi que je termine là. J'ignore, tu viens en retard, hein, un petit commentaire sur l'affirmation de première. Ah non, non, ça j'avais déjà lu. Allez. Ok, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. À vendredi prochain pour une autre analyse. Bye.